Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 18 janvier à la une de l'actualité. Rencontre gouvernement Wali prévue demain. Il est question d'évaluer les actions entreprises ces 3 dernières années en matière de développement local. Les détails dans quelques instants. Journée nationale de la commune, les localités tentent de trouver de nouvelles sources de financement, un enjeu pour le développement. Exemple ce soir dans plusieurs communes de la wilaya de Boumerdès. Le Parlement européen donne le feu vert au parquet pour demander la levée d'immunité de députés corrompus. Des élus impliqués dans le scandale de corruption avec le Maroc. L'affaire entache au moins une quinzaine de députés. Les travaux du congrès du Front Polisario prolongés de 2 jours à Dakhla. Une grande participation enregistrée, notamment celle des jeunes venus nombreux pour réitérer leur engagement, intensifier la lutte et chasser l'occupant. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, rencontre gouvernement Wali prévue demain jeudi au Palais des Nations à Alger. Sous le haut patronage du président de la République, Ahmed Tebboune, est placé sous le thème développement local, évaluation et perspective. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des actions entreprises ces 3 dernières années en matière de développement local. Un programme tracé par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et l'aménagement du territoire. Les détails avec Amal Seridir. Après environ 4 mois, les Walis sont de nouveau convoqués pour une réunion avec le gouvernement pour l'évaluation du travail accompli depuis la dernière rencontre qui s'est penchée sur l'adoption d'une nouvelle approche en matière de développement local et l'application de la feuille de route établie en septembre dernier. Un suivi périodique conformément aux engagements du président de la République, visant à asseoir les bases d'un développement local soutenu, ainsi que la mise en œuvre de politiques publiques adoptant une approche concrète, basée sur la participation de tous les acteurs. L'évaluation et le suivi des programmes de développement demeurent un moyen efficace pour assurer l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers le territoire national et assurer un réel essor économique et social. Placé parmi les priorités du président de la République. Nous sommes passés par des moments difficiles durant la pandémie, mais nous étions bien pris en charge en matière de soins. Aujourd'hui, les choses s'améliorent de plus en plus concernant notamment la santé et la sécurité. Il y a eu divers projets de développement qui ont créé de l'emploi dans le sud du pays, notamment dans les nouvelles wilayas. Nous remercions les pouvoirs publics pour l'aide au logement rural ainsi que les infrastructures sportives. D'importantes décisions ont été prises lors des 4 dernières rencontres gouvernement Wali, visant toutes à améliorer les conditions de vie des citoyens. En plus de décisions prises dans le cadre d'une stratégie nationale, plaidant pour un renforcement de l'attractivité à l'investissement à travers l'exploitation des ressources des différentes régions du pays. 2 nouvelles directives pour 2023, notamment après le lancement de la révision du code communal et de wilaya, ainsi que la création d'une commission qui se chargera de cette révision en vue de renforcer davantage la décentralisation et créer des ressources de financement pour les collectivités locales. Nous soutenons le président de la République en tout ce qu'il entreprend. Lors de la dernière réunion au gouvernement Wali, des instructions ont été données au Wali pour la réalisation de plusieurs projets de développement et l'amélioration des conditions de vie des habitants dans les zones d'ombre. Nous constatons qu'il y a une réelle volonté de développer ces régions. La route était complètement coupée. Nous étions obligés de garer nos voitures loin et de parcourir de longues distances à pied. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Notre village a même été raccordé au réseau de gaz et d'eau potable. Les rencontres gouvernement Wali visent à adopter des recommandations bien précises et assurer ainsi un suivi régulier de toutes les actions de développement entreprises dans toutes les wilayas, ce qui permettra de booster le développement local et garantir l'équité sociale, ouvrant ainsi un espace de réflexion et d'étude sur les perspectives de développement à tous les niveaux. Journée nationale de la commune ce 18 janvier, décrétée à l'occasion
justement de la promulgation de la première loi de la commune en 1967, le nouveau code en élaboration. Il viendra renforcer les mesures déjà prises pour la décentralisation, la libération des initiatives et la création de richesses. À N'Gezam, il est question de rattraper le retard en matière de développement local. Plusieurs projets ont abouti et d'autres sont en voie de réalisation dans les différentes communes de la wilaya. Le but, faire de la nouvelle wilaya un axe principal à destination de l'Afrique. Les détails par Walid Yousfi. La jeune wilaya d'N'Gezam a de grandes ambitions et mise aujourd'hui sur le développement de l'ensemble de ses localités, avec notamment la mise en place de mécanismes pour un réel développement local dans la région. Sur place, nous avons rencontré quelques citoyens qui ont souhaité exposer leurs préoccupations concernant plusieurs secteurs. Nous avons constaté que plusieurs projets prometteurs ont été lancés. Une avancée considérable en matière de développement local. Il reste toutefois quelques lacunes qui, nous espérons, seront prises en charge par les autorités. Nous avons besoin de plusieurs projets de développement dans tous les domaines, car c'est une wilaya fraîchement créée. Les autorités locales ont réalisé sur le terrain beaucoup de projets. Les conditions de vie se sont beaucoup améliorées, mais il reste toutefois quelques secteurs qui ont besoin de coups de pouce. Le développement des activités agricoles figure également parmi les priorités des pouvoirs publics dans la wilaya d'N'Gezam, et ce, pour répondre aux besoins de cette wilaya et des wilayas environnantes en matière de produits agricoles. Ça fait près d'un mois et demi que nous avons commencé à N'Gezam. L'eau est disponible ici à partir d'une profondeur de 150 mètres. Nous avons dépassé les 300 mètres et nous continuons à avancer. Le projet est en cours de réalisation. Il est à sa phase finale. Nous sommes à 50 mètres de la nappe phréatique. La réalisation de routes, la santé, les services ne sont pas en reste. De grands efforts sont déployés pour améliorer la qualité de vie des habitants d'N'Gezam. La direction des travaux publics a lancé le projet de réalisation d'un tronçon de 30 km de la route nationale numéro 1, mais nous avons appelé la tutelle à avoir une rallonge et à accélérer les travaux car la route nationale numéro 1 est l'artère vitale de la wilaya d'N'Gezam. Parmi les projets les plus importants que nous avons, il y a celui du marché couvert, la station de transport de voyageurs ainsi que la réhabilitation du réseau routier. Des projets qui reflètent la volonté de l'État à donner un réel essor économique et assurer un développement durable à cette jeune wilaya du sud du pays. Et trouver de nouvelles sources de financement, un enjeu pour le développement des communes. C'est le leitmotiv également de plusieurs localités de Boumerdes à Armis el-Khachna, Bouzegzar, Doura. On tente de diversifier les ressources pour répondre aux besoins des populations, comme vous allez le voir dans ce reportage de Saïd Amaïf. La commune d'Armis el-Khachna a une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Boumerdez. La plus vaste de la wilaya en termes de superficie puisqu'elle s'étend sur 83 km² avec une population estimée à 120 000. Cette localité a amorcé ces dernières années une dynamique de développement socio-économique grâce notamment à la disponibilité des budgets étayés par d'énormes potentialités, tous secteurs confondus. On a levé nombreux obstacles sur l'investissement. Le Wali a ainsi remis 58 autorisations exceptionnelles d'exploitation, tout comme nous offrant toute l'aide nécessaire aux investisseurs. Mais malgré cela, le financement peine à atteindre tout l'objectif tracé pour le développement local, et ce en raison de la grande étendue de la commune et le nombre de sa population. Valoriser les biens existants déjà de la commune et augmenter par là même les moyens financiers afin de booster le développement local, un atout de taille sur lequel mise fort le premier responsable de cette localité afin d'asseoir une réelle relance économique.
Nous projetons de puiser dans de nouvelles sources de financement et ce à travers l'extension du marché de gros par son réaménagement avec une enveloppe budgétaire d'environ 5 milliards de centimes. Avec cela, nous allons doubler jusqu'à 30 milliards de centimes ces revenus qui sont actuellement de l'ordre de 16 milliards de centimes. Aussi, nous comptons réaménager la station urbaine de transport et profiter de ces revenus, tout comme nous allons relancer le marché à bestiaux qui existait auparavant dans la région. Autre commune plus enclavée cette fois-ci, celle de Bouzegza Qaddara sur les hauteurs de Boudouaou. Une population de 10 000 habitants et une situation financière qui peine à répondre aux aspirations tant attendues. Notre commune est financièrement déficitaire. Elle repose en grande partie sur la subvention de l'État pour assurer la gestion des dépenses nécessaires et obligatoires. D'ailleurs, à ce propos, l'État ne lésine en rien pour notre financement. Qaddara existe d'ailleurs parmi la liste des zones auxquelles l'État accorde un intérêt particulier en matière d'investissement. Le bond économique dans cette zone montagneuse est perçu à travers les énormes potentialités touristiques qu'offrent les monts de Bouzegza ainsi que le barrage de Qaddara, outre son apport hydrique. Un véritable tourisme de montagne pourrait constituer un réel essor socio-économique dans la région, mais pas seulement. Qaddara Bouzegza est une région rurale par excellence à caractère agricole. Ses grandes potentialités touristiques en termes de tourisme de montagne pourraient constituer des rentrées d'argent importantes afin de financer des projets au profit du citoyen. On pourra également réduire le recours à la subvention de l'État grâce aux 6 carrières d'agrégats que comprend la commune si les entreprises exploitantes ne garderaient pas leurs sièges sociaux dans d'autres wilayas. Les collectivités locales aujourd'hui, plus que jamais au cœur des défis présents et futurs, améliorant ainsi les vies des populations et se projetant dans le développement durable. Ce bilan du MDN sur le bilan opérationnel justement de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste, les détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national durant la période allant du 11 au 17 janvier. Selon le même communiqué, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 63 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux à 52,2 kg de kiff traités. Ces opérations exécutées dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays ont permis également la saisie d'1 kg 350 grammes de cocaïne, de 72 900 comprimés psychotropes, selon le même bilan. Et Tindouf, des détachements de l'ANP ont intercepté 180 individus et saisi 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 48 véhicules, 54 groupes électrogènes, 71 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, 17,2 tonnes de mélange de pierre et d'or brut, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. En outre, 13 autres individus ont été arrêtés, 12 fusils de chasse, 13 pistolets automatiques, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 159 tonnes, ainsi que 1475 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à près de 40 000 litres. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 79 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 242 immigrants clandestins
matin, de différentes nationalités ont été arrêtées à travers le territoire national. Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de l'ANP ont abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. À l'étranger, le Parlement européen donne le feu vert au parquet pour demander la levée d'immunité de députés corrompus. Il s'agit d'élus impliqués dans le scandale de corruption impliquant le Maroc. La levée de l'immunité parlementaire de la vice-présidente et une eurodéputés ont été déjà réclamés, mais l'affaire entache par moins de 15 députés. Notre correspondante sur place, Afef Belhoched. Massés devant les entrées de la salle plénière du Parlement européen, nombreux sont les journalistes qui ont fait chou blanc hier en fin de journée. Et nous avons sollicité en fin d'après-midi la réaction de plusieurs eurodéputés belges, sans trop de succès, je vous l'avoue. À l'intérieur de la salle, la gêne est palpable dès l'ouverture de séance et pour cause. La veille, Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, avait une annonce à faire dans le sillage d'une enquête tentaculaire ouverte en Belgique sur des soupçons de corruption parrainés par le Maroc. Nous ferons davantage pour que le public soit informé de manière claire de nos déclarations financières et nous assurerons un meilleur suivi des plaintes pour dénonciation, ce qui permettra de renforcer la lutte contre la corruption et de lutter contre l'ingérence étrangère. Un électrochoc aux effets ressentis au sein de la salle plénière du Parlement où les eurodéputés se penchaient justement sur le rôle présumé du Maroc dans le scandale inédit de corruption qui a ébranlé les institutions européennes. Le scandale qui nous intéresse ici va au-delà de l'infraction pénale de corruption. Dans les médias, on entend des allégations très dérangeantes portant sur des agents étrangers et des États étrangers s'étant livrés à des tentatives de corruption. Mais de quoi s'agit-il exactement? Retour sur les faits. Le 9 décembre 2022, l'Europe entière se réveille sur un scandale dont elle n'a pas fini de découvrir l'ampleur. Une enquête menée 4 mois auparavant par un juge financier belge débouche sur l'interpellation de plusieurs personnes, dont une eurodéputée. Une affaire abracadabrantesque orchestrée par le Maroc. Et plus l'enquête avance, plus des personnages insoupçonnés ornent ce puzzle encore incomplet. D'abord, l'ancien député européen Pier Antonio Panzeri, qui serait le cerveau de cette affaire, puis son ancien assistant parlementaire Francesco Giorgi. L'autre figure de ce scandale n'est autre que la vice-présidente de l'hémicycle, l'eurodéputée grecque Eva Kaili, tous en prison aujourd'hui accusés de corruption et de blanchiment d'argent notamment. Des politiques, mais pas que. Les ONG Fight Impunity dirigées par Panzeri et No Peace Without Justice dirigées par Figat La Mancha servent à blanchir l'argent sale qui aurait bénéficié aussi au syndicaliste italien Luca Vicentini. Plus d'1,5 million d'euros en espèces ont été saisis par les enquêteurs belges. Corruption donc à coup de valises de petits billets pour veiller notamment sur les intérêts du Maroc, principal instigateur de cette affaire scabreuse. Pour autant, les eurodéputés peinent encore à prononcer le nom de ce pays auquel la Commission pourtant a consacré sa séance. On découvre un système tentaculaire qui aurait été mis en place initialement par le Maroc. Le Maroc, je répète ce mot-là parce que je suis surprise qu'aucun des orateurs précédents, ni du côté de la Commission, ni du côté des députés, n'ait mentionné le Maroc qui a donc mis en place ce système de corruption depuis 2019 et peut-être bien plus tôt et qui aurait profité à d'autres États. Une intervention qui fait sauter les verrous. Le Maroc est alors pointé clairement des doigts. Le Maroc est directement lié à ce scandale de corruption de Parlement européen, mais on ne nous en dit pas un mot. Il y a une véritable ingérence. On essaie d'acheter le travail législatif du Parlement. Et le meilleur moyen de régler le problème, au-delà des contrôles intérieurs, c'est de demander des comptes à nos alliés, soi-disant stratégiques. Ce sont des lobbies puissants. On ne peut plus continuer d'avoir des groupes d'amitié avec des lobbies. Cela doit cesser immédiatement. Yeah, we learned that a delegation of Moroccans, members of parliament, now in the European Parliament, and of course contacting a lot of members of the European Parliament because there is also a resolution discussed on breaches of human rights in Morocco. And I think due to the investigations, we should not allow that they are in the house because Morocco is under the accusation of strong bribery, of buying opinions and people, and therefore we should make a clear cut and not allow them in the house. And I said yesterday also.
Des eurodéputés qui devraient aussi voter la levée de l'immunité de 2 de leurs collègues, le belge Marc Tarabella et l'italien Andrea Cozzolino, à la tête de la délégation Maghreb au Parlement européen et de la commission d'enquête sur l'utilisation du logiciel d'espionnage et de surveillance Pegasus. Oui, on voit que le Maroc a une influence très très grande sur les Pegasus et sur l'influence. On a la commission d'enquête au Parlement européen et il y a quelques groupes qui veulent la fermer, la clôturer et il faut faire des conclusions, il faut avancer, mais surtout pour éviter qu'on ait une corruption liée au espionnage, que ça continue. Donc on a un peu de préoccupation. Nous avons la vice-présidente de la commission, c'est Diana Riba, qui est membre de l'Alliance libre européenne dans laquelle j'appartiens et on a un peu de préoccupation. Et à chaque jour, son lot de révélations, le dossier de corruption présumé au Parlement européen établit une Maroc Connection entre Panzeri et les services secrets du Royaume et l'avenir semble encore en réserver davantage. O sea, que el Parlamento Europeo lleve 25 años sin aprobar una resolución contra Marruecos. Del mismo modo que le Parlement européen adopte une résolution contre le Maroc, tout comme il l'a fait contre Israël ou d'autres régimes qui ont des positions contre les droits humains. Et à mon avis, les pressions sur ces régimes finissent toujours par donner des résultats. L'homme va donc collaborer avec la justice belge en indiquant toutes les informations sur le fonctionnement et surtout l'ensemble des noms de personnes impliquées dans ce réseau de corruption. Autre conséquence du désormais connu sous le nom de Marocgate, la chute du mur de silence érigé depuis 25 ans autour de la question des droits de l'homme au Maroc, ouvrant ainsi une brèche pour la même question aux territoires occupés. Les résultats de ce premier vote en un quart de siècle sera connu ce soir. Et en attendant, les droits humains sont en discussion au Parlement européen également. Les droits humains au Maroc, des violations sont courantes et le Marzen n'épargne pas les migrants. Ils étaient d'ailleurs nombreux à se rassembler ce matin à Casablanca pour dénoncer les dépassements, violences et même assassinats. Souvenez-vous, en juin dernier, des dizaines de subsahariens ont été tués à Melilla par les forces de l'ordre. Mariam Damis. Le régime du Marzen continue d'exercer sa politique de répression et de violation des droits humains et des libertés fondamentales. Et pas seulement contre la population marocaine, les migrants subsahariens continuent d'être victimes de toutes les formes de violence. Ils sont tabassés, affamés, arrêtés de façon arbitraire, privés de leurs droits les plus élémentaires pour être par la suite expulsés. Sur ces images, relayées par les réseaux sociaux, des violents heurts entre forces de l'ordre et migrants se sont produits lors de l'évacuation de campements à Casablanca. Plusieurs d'entre eux sont passés à tabac, d'autres sont violemment interpellés. Tu sais, il y a des choses. Si tu n'as pas aimé quelqu'un, toi tu peux mentir sur lui. Dire qu'il a fait comme ça, il a fait comme ça. Non, nous-mêmes, on est ici même là, c'est pas notre pays. Comment nous, on peut aller provoquer quelqu'un? Si vous nous voyez dormir au dehors comme ça, ce n'est pas à cause de nous. Parce que, de immigration, il n'a aucun papier pour aller travailler, pour cesser pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour prendre des maisons. Il est obligé de dormir là où il est trouvé. Parce que nous, on a mis dans la tête comme ça. Ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas notre choix de dormir au bord de la route comme ça. Ce n'est pas notre choix. Souvent, beaucoup de gens passent ici, ils disent que nous sommes beaucoup. Si, parce qu'il y a migration. Le barrière est fermé. Voilà, Nador a tellement. Le Nador, là-bas, c'est fermé. Ils ont barré. Tu pars à la gare pour prendre le car. L'association marocaine des droits humains tire la sonnette d'alarme, accusant les autorités de provoquer ces émeutes en usant de violences injustifiées envers ces migrants, lesquels vivent dans des conditions très difficiles, avec l'arrêt quasi total du renouvellement des cartes de séjour. Un autre drame qui s'ajoute à celui de Ceuta et Melilla, où 23 migrants ont été brutalement tués par les forces de l'ordre marocaines, alors qu'ils tentaient de traverser l'enclave espagnole. Des scènes tragiques que pas moins de 45 organisations internationales de défense des droits humains avaient dénoncées et condamnées. Les travaux du congrès du Front Polisario prolongés de 2 jours. Ils devaient s'achever hier soir à Dakhla, mais la participation était importante. Les jeunes notamment sont venus nombreux pour réitérer leur engagement à intensifier la lutte
pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté. Walid Yousfi. La 16e édition du congrès du Front Polisario a vu la participation de beaucoup de jeunes venus de tout le Sahara occidental. Une présence qui témoigne de la volonté de cette jeunesse à combattre et lutter pour sa liberté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus participer à ce congrès. Ils appellent tous à poursuivre la lutte armée pour libérer le pays du colonisateur. Les jeunes Sahraouis qui sont intervenus tout au long du congrès sont porteurs d'espoir. Ils réaffirment leur volonté de poursuivre la lutte et surtout de préserver l'unité nationale. Je suis venu participer à ce congrès qui a pour objectif d'intensifier la lutte armée pour chasser l'occupant marocain et recouvrer la souveraineté de la République sahraoui. Nous sommes ici pour montrer que les jeunes Sahraouis n'ont pas peur de la mort. Des jeunes qui ont du courage, beaucoup de volonté et qui croient en la justesse de leur cause. Des jeunes engagés corps et âme pour la liberté et le recouvrement de la pleine souveraineté de leur pays, le Sahara occidental. Retour dans le pays pour parler de l'événement sportif du moment et le championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux. La délégation mauritanienne est arrivée, est la dernière à rejoindre le sol algérien pour le CHAN. Elle entrera dans la compétition vendredi prochain face à l'Angola. Les joueurs et leur encadrement ont salué l'accueil dont ils ont bénéficié à l'aéroport Ahmed Ben Belladoran. Sarah Delbel pour les détails. Toujours avec la même ambiance et un accueil convivial qu'a été reçue la délégation mauritanienne, la dernière à rejoindre le sol algérien. Une délégation épatée par la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé. La manière avec laquelle nous avons été reçus était parfaite. On s'attendait à cette ambiance dans notre deuxième pays avec nos frères algériens. Nous sommes là pour participer à ce CHAN qui se déroule dans d'excellentes conditions. Les Mauritaniens qui semblent avoir bénéficié d'une bonne préparation avant de rallier au rang. Objectif, aller le plus loin possible dans cette compétition. On s'est bien préparé pour en Tunisie à Tabarka. On a fait une bonne préparation avec des résultats assez positifs. Maintenant, place à la compétition qui va être très compliquée, mais bon, il faut y croire. On va jouer un match difficile contre l'Angola, qu'on fait une belle prestation contre le Mali. Voilà, maintenant à nous d'y croire et d'être performants pour ce match-là. Donc l'objectif c'est d'aller le plus loin possible et nous on va se préparer pour. Nous avons effectué une bonne préparation et je pense que nous allons atteindre notre objectif lors de ce CHAN. El Morabitoun feront leur entrée en lice dans la compétition ce vendredi devant l'Angola, avec l'intention de bien entamer ce CHAN. Pour les rencontres du jour, la Côte d'Ivoire a fait un match nul 0 partout face à la République démocratique du Congo cet après-midi au stade du 19 mai 56 à Annaba, alors que le deuxième match du rencontre du groupe B de cette journée opposera le Sénégal à l'Ouganda ce soir à 20h au même stade. Et puis victoire hier de la sélection algérienne à son deuxième match du CHAN, assurant ainsi sa qualification au quart de finale. Les Verts ont remporté leur rencontre face aux Éthiopiens sur le score de 1-0. Le but algérien a été inscrit par Ayman Mahiouz à la 52e minute. Riyad Belkhadim pour les détails. Il aura suffi à Ayman Mahiouz, encore lui, d'un seul but, signé à la 52e minute de jeu, pour que la sélection algérienne des locaux se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022. Une victoire devant son homologue éthiopienne très accrocheuse, sur un score étriqué de 1-0 lors de cette seconde journée du groupe A, disputée hier soir au stade Nelson Mandela. C'est la deuxième victoire de l'Algérie dans ce tournoi, après celle obtenue vendredi dernier face à la Libye sur le même score, avec le même but, 6 points donc, qui offrent un ticket pour les quarts de finale, une qualification synonyme de soulagement pour le staff et les joueurs. L'état d'esprit était top, bravo aux joueurs. Voilà, c'est pas fini, on est qualifié, certes, on n'est pas encore premier, donc il faudra bien récupérer et être frais pour ce prochain match et Inch'Allah les quarts de finale.
Dieu merci, nous prenons les matchs un par un. On applique les consignes du staff technique. On espère aller jusqu'au bout. On a prouvé avec la manière et le résultat. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont aidé à être élu homme du match. Lors de la troisième et dernière journée du groupe A, prévue samedi prochain à 20h, toujours au stade Nelson Mandela, l'Algérie sera opposée au Mozambique, second du groupe avec 4 points. L'enjeu du match, la première place du groupe. Et ce chêne rehaussé par la présence de plusieurs invités de marque, d'anciennes stars qui ont honoré le football africain et algérien. L'ex-international ghanéen Asamoah Gyan, le Nigérian JJ Okocha ou encore le ballon d'or africain, l'Algérien Rabah Madjer Saïd Fellak. Pour ce CHAN, la CAF a fait appel à plusieurs stars du ballon rond africain afin de promouvoir davantage cette compétition et leur rendre hommage au passage. Des légendes à l'image de JJ Okocha, Asamoah Gyan, Emmanuel Adebayor, El Hadji Diouf et surtout Rabah Madjer ont été donc conviés par l'instance africaine à assister aux différents matchs de ce CHAN. L'ex-international algérien, véritable fierté de l'Algérie, demeure l'un des joueurs ayant marqué le plus l'histoire du football national. Formé au Nasr Hussein D, avec lequel il remportera la Coupe d'Algérie en 1979, Madjer comptabilise 86 sélections avec l'équipe nationale pour un total de 29 buts inscrits. Des buts pour certains qui à l'équipe nationale, lui qui a été l'artisan du premier sacre africain de l'Algérie en 1990. Un an plus tard, il offrait au pays un deuxième titre, celui de la Coupe afro-asiatique. Avant cela, en 1978, il remportait la médaille d'or aux Jeux africains organisés en Algérie. En club, le palmarès de Madjer n'a rien à envier aux plus grands joueurs de l'histoire du football, avec notamment cette Coupe d'Europe des clubs champions remportée en 1987 avec le FC Porto, avec en conjugué 2 autres trophées, la Coupe intercontinentale avec une performance XXL en finale et une Super Coupe d'Europe. Avec le FC Porto, il remportera aussi 4 titres de champion du Portugal d'avoir remporté le Ballon d'Or africain en 1987. Il est élu meilleur footballeur algérien du XXe siècle en compagnie de Lakhdar Belloumi en 2009. En 2011, à Monaco, son nom est retenu parmi les légendes du football mondial par Golden Foot. En résumé, Rabah Madjer, la légende, restera à jamais une icône et le digne ambassadeur du football algérien à travers le monde. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.